Bonjour à tous et à tous. On va démarrer du coup cette dernière séquence de la journée sur le pavillon dédié au sujet donc d'habitat thématique et spécifique. Donc juste pour vous expliquer un peu comment va se dérouler la séquence, on va avoir en réalité deux sous-séquences. Une première séquence dédiée à la qualité architecturale et d'usage que les bailleurs sociaux peuvent développer dans les projets d'habitat thématique et spécifique, avec deux interventions, donc Valentine Garrigou, que je laisserai se présenter d'Aquitanis, Martin Homauvert de Eneo, qui est la filiale de la RIVP dédiée au logement spécifique. Et on aura une deuxième sous-séquence, donc dédiée au label Cali HLM résidence thématique, avec ma collègue du coup, Catherine Vogeleisen, et l'intervention de deux autres bailleurs sociaux, donc Batigère Habitat Solidaire et Terre d'Armor Habitat également. Pourquoi cette séquence? Donc, au Congrès, on a beaucoup de séquences qui sont organisées autour du logement social, familial, dit classique. On voulait aussi valoriser la partie logement spécifique, habitat thématique, sous une dominante plutôt architecturale, et de valoriser aussi comment aujourd'hui les organismes de logement social peuvent également faire du beau et de la qualité dans ces projets-là de logement spécifique. Juste quelques chiffres introductifs. Juste quelques chiffres pour un peu contextualiser de quoi on parle. Donc aujourd'hui, l'offre de logement spécifique représente 20% de l'offre de logement social produite par les organismes HLM. Donc ce n'est pas rien, c'est une quantité assez importante. Et on parle donc du coup en fonction des années, entre 20 000 et 25 000 logements spécifiques produits par l'ensemble du mouvement HLM. Cette offre, elle répond à différents besoins et qui sont nombreux. On parle du logement pour les jeunes, pour les étudiants, pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap, les travailleurs migrants, également les personnes en situation de fragilité économique et ou sociale, à travers notamment les pensions de famille, les résidences sociales, etc. Et puis on a aussi d'autres profils comme les femmes victimes de violences, etc. Mais on reviendra dans le détail là-dessus. Donc on voit que la palette est très large sur le savoir-faire des bailleurs pour répondre à l'ensemble des besoins sur un territoire donné. Si on regarde un peu précisément ces projets, comment ils se conçoivent, ils ont tous un dénominateur commun. Ce sont des structures collectives avec à la fois des logements privatifs, soit seuls ou en colocation, et des espaces communs partagés, des salles communes, etc. Et un accompagnement social plus ou moins fort selon les publics et selon les besoins. Mais les bailleurs reviendront aussi là-dessus. Mais finalement, le dénominateur commun entre tous ces nombreux produits, c'est un peu ça. C'est le mix entre logement privatif et puis espace collectif. Et donc du coup, pour la première séquence, donc je ne vais pas être plus long parce qu'on est un peu timé et serré par le temps, je vais laisser la parole donc à nos deux premiers bailleurs, et notamment d'abord à Martin Homauvert, donc d'Eneo, pour nous présenter trois opérations parisiennes qui ont été développées récemment pour différents publics. Merci. Merci Rémi, bonjour à toutes et tous. Peut-être deux mots sur Eneo, mais ça rejoint largement ce que vous venez de présenter Rémi. Donc Eneo, c'est effectivement la filiale de la RIVP en charge du développement de l'offre de logements spécifiques et accompagnés. Actuellement, nous gérons 5500 logements, dont les 2 tiers pour compte 2 tiers, à savoir des bailleurs qui sont propriétaires mais qui nous confient la gestion de ces résidences, notre partenaire principal étant évidemment la RIVP. En termes de produits, on est présent sur l'ensemble du spectre, à l'exception du logement pour seniors qui pour l'instant n'a pas encore été investi par Eneo. Donc, tout d'abord, merci pour l'invitation. On s'est accordé avec Rémi sur la présentation de 3 projets qui nous semblent pouvoir représenter 3 dimensions de la qualité qui sont importantes à nos yeux. La dimension qualité urbaine, avec notre capacité en fait en tant qu'opérateur partenaire des collectivités, partenaire des aménageurs publics, de contribuer à la qualité urbaine et au renouvellement urbain de notre territoire. Évidemment, la qualité d'usage des logements, qui est une préoccupation première chez nous pour des publics que nous devons accompagner dans et vers le logement. Et enfin, la qualité des services annexes apportés à nos résidents. Alors, ceci au prisme donc, de trois exemples. Le premier, c'est une résidence mêlant foyer de jeunes travailleurs et résidence universitaire. La seconde, c'est une pension de famille. Première pension de famille développée en maîtrise d'ouvrage directe par Eneo. Et la troisième, une résidence pour fonctionnaires et une résidence universitaire
sous maîtrise d'ouvrage directe RIVP qui a été inauguré il y a quelques mois seulement. Alors peut-être pour passer au premier exemple, merci Rémi. Mon premier exemple, on se situe dans le 17e arrondissement. Il s'agit donc d'une résidence qui aujourd'hui accueille un foyer de jeunes travailleurs et une résidence universitaire qui a pour singularité d'avoir été réalisée en VFA, mais dans le cadre d'un projet d'aménagement beaucoup plus global, puisque c'est la ZAC des Batignolles, pilotée par Paris Métropole Aménagement. Et on est vraiment sur une composante d'un nouveau pulse urbain en fait, qui vise à dépasser la discontinuité urbaine que représente le sillon ferré de la gare Saint-Lazare, avec une résidence donc, qui s'inscrit sur une dalle en surplomb des voies SNCF, et dont à la fois l'architecture au sens large, réalisée par Saison Menu Architecte, mais aussi le traitement finalement du socle avec la transparence, l'ouverture sur l'espace public, l'ouverture sur une voie piétonnière qui permet de franchir les voies, contribue véritablement à créer de la porosité en fait, en plein cœur du 17e arrondissement qui était jusqu'alors très clivé entre un arrondissement beaucoup plus, on va dire, haussmannien et bourgeois au sud et un arrondissement beaucoup plus populaire avec beaucoup d'habitats dégradés plus au nord. On voit que cette qualité, elle se matérialise par cette capacité à franchir cette discontinuité. C'est aussi la qualité environnementale avec un haut niveau d'exigence, avec le label BBC EFI Énergie, des toitures végétalisées, une production d'énergie solaire mutualisée avec l'ensemble du quartier, juste pour valoriser donc, cette capacité à travailler sur des cahiers des charges communs avec l'ensemble des opérateurs publics qui ont pu être mobilisés sur ce secteur. Donc, très rapidement, comme toutes les résidences que nous sommes amenés à gérer, il s'agit de logements meublés. Donc on y a toujours une attention particulière, mais on y reviendra à la disposition, à la composition des logements, à la qualité du mobilier, avec ici un travail très important fait sur la continuité entre le logement et les espaces extérieurs, avec des terrasses privatives en cœur d'îlot, à l'abri des nuisances du sillon ferroviaire proposé à nos résidents. Et puis dernier aspect de ce programme, c'est évidemment les espaces communs. S'agissant d'une résidence universitaire et d'un foyer de jeunes travailleurs, on a une salle commune, on a une salle d'études, on a un rooftop. On ne le voit pas ici, mais avec vue sur la Tour Eiffel. Donc vraiment une très grande qualité d'usage, au-delà même de logements qui restent modestes par leur taille, mais du coup des espaces de respiration et permettant de construire un projet social et un projet collectif avec les travailleurs sociaux dans l'ensemble de la résidence. Maintenant, si on passe au projet suivant, alors on est sur un projet, j'ai envie de dire, sur le plan urbain qui est plus classique. Il s'agit de la rénovation d'un ancien hôtel meublé qui a été transformé en pension de famille. Donc je passe très très vite sur sa qualité architecturale, mais qui vise grosso modo à respecter l'héritage patrimonial. Et là-dessus, l'agence Noma Architecte a vraiment fait un excellent travail. Mais là où ça se perçoit peut-être davantage, c'est à l'intérieur de logement, puisqu'on est sur une pension de famille, ce qui change un petit peu de ce qu'on peut faire par ailleurs, où il s'agit de logements transitoires. Là, il y a vraiment un droit au maintien dans les lieux, et donc ça constitue un logement pérenne pour des personnes très fragiles. Et donc le travail de l'architecte a vraiment été poussé très très loin pour offrir un agencement. Alors, on est sur des logements de petite taille, parce que l'enjeu de l'abordabilité est encore plus important pour ces publics. On est sur des T1 qui font 18 mètres carrés jusqu'au T1 bis qui en fait une trentaine de mètres carrés, entre 450 et 630 euros de redevances mobilier, énergie, eau chaude, etc. inclus. Mais vraiment ce travail, voilà, encore une fois, sur la qualité du mobilier. Avec un intérêt, puisqu'il s'agit d'une maîtrise d'ouvrage directe, c'est qu'on a travaillé un groupe de retour d'expérience avec l'ensemble des résidents, ce qui nous a permis en fait, de nous améliorer sur les cahiers des charges des programmes à venir, puisqu'on a de nouveau 4 pensions de famille en cours de développement à Paris. Dernier aspect, je vais passer très vite, mais c'est ces espaces communs, qui sont des espaces encore plus importants peut-être dans une pension de famille, avec une salle commune, une laverie, des salons permettant encore une fois d'étendre des logements qui autrement sont de très petite taille. Et là aussi, c'est vraiment ce qui a été plébiscité à l'usage et ça contribue énormément à la qualité de l'équilibre de vie qui a pu être monté avec ce nouveau collectif d'habitants. Et c'est un des enseignements du projet, c'est que c'est assez coûteux, parce que la qualité, je vous ai mis des éléments de coût, mais la qualité, ça a quand même un coût. Et sur cette résidence, la question du mobilier, que ce soit dans les résidences, dans les appartements ou dans les espaces communs, on a un peu dépassé notre budget avec un budget qui était supérieur de 50% à ce qu'on avait initialement envisagé au moment de la programmation. Dernier exemple,
et non des moindres. Donc on se situe, comme je vous le disais, sur un immeuble sous maîtrise d'ouvrage RIVP. C'est un immeuble qui a une très belle histoire puisqu'il y a une inventivité très forte dans la programmation. On mêle un équipement public, du logement pour fonctionnaires, travailleurs essentiels du grand hôpital universitaire de Sainte-Anne et de la préfecture de police, ainsi qu'une résidence universitaire. On se situe dans le 14e arrondissement. Vous voyez le travail fait par Cornero Architecte, qui a vraiment cherché à s'accrocher en fait, au pignon d'un immeuble très emblématique, le Méridien du 14e arrondissement, avec toute une métaphore liée à l'histoire de cette parcelle qui était occupée qui reste occupée, d'ailleurs on va y revenir, par un des plus anciens orchestres d'harmonie de Paris qui s'appelle La Sirène, et donc tout un jeu sur une métaphore marine, sur des vagues qui ont été travaillées sur le béton, sur les garde-corps, sur l'ensemble du mobilier. Donc pour avancer, voilà, donc on retrouve toujours cette attention très forte, puisque dans le cahier des charges de l'opération, jusqu'au mobilier, jusqu'au dessin des lits, des tables, de l'agencement des logements, l'architecte a vraiment pu travailler et tirer son fil tout au long du projet. On propose un équilibre programmatique qui repose sur du LLI pour les fonctionnaires et du plus pour la partie universitaire du programme. Et enfin, de nouveau, là, peut-être ce qui est vraiment remarquable sur ce programme, sur la slide suivante, c'est l'attention portée à ces espaces communs. Des espaces communs qui bénéficient évidemment aux résidents de l'opération, avec une salle de sport, une salle commune, une laverie, tout ça au même étage, ouvert sur une terrasse végétalisée très généreuse qui contribue au vivre ensemble, mais aussi des espaces communs en quelque sorte avec cet établissement recevant du public, La Sirène, qui est ouvert sur le quartier, qui propose une école de musique, qui propose une programmation musicale, un auditorium de 150 places. Tout ça qui a été créé grâce à ce montage en bail à construction et en associant les différentes composantes programmatiques. Donc une très belle réalisation et voilà, je pense un bel exemple de l'inventivité programmatique qui est capable d'apporter la RIVP avec cet exemple. Bonjour à tous. Merci Rémi de permettre à Aquitanis de présenter deux opérations aujourd'hui à destination d'un public spécifique. Le premier projet que je vais présenter, c'est le projet de la résidence Marguerite-Yourcenar sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Une commune de près de 30 000 habitants sur le territoire métropolitain. Le projet Marguerite-Yourcenar, en réalité, il est arrivé après un premier projet qui est sorti en 2019, la résidence Jean d'Ormesson. Une résidence à destination d'un public senior. C'est parti d'un échange avec la ville de Saint-Médard, avec un besoin émergent sur cette population-là. Donc on a livré en 2019 25 logements en financement plus PLAI. On avait vraiment une volonté d'un programme spécifique à destination de cette population. Déjà, d'un point de vue architectural, on est sur une conception avec uniquement du plein pied, vraiment dans un esprit village. Donc tout de plein pied, avec des espaces extérieurs communs et surtout en cœur de résidence, une salle commune. Et cette salle commune, on a eu à cœur d'y investir dès le début du projet, le CCAS donc de la ville de Saint-Médard-en-Jalles, et d'imaginer ce lieu de vie collectif ensemble. Il s'est imaginé avec le rôle du CCAS très fort, puisqu'on a partagé l'emploi d'un employé communal. Le CCAS nous a mis à disposition un employé communal et les locataires, sur les locataires, pèsent toujours ces charges de cet employé qui assure à la fois l'animation et l'entretien de cette salle commune. Donc on avait l'acte 2 qui devait arriver suite à cette première livraison. C'était la résidence Marguerite-Yourcenar. De là est passé le Covid et puis les besoins ont aussi évolué sur la commune. Les rencontres avec les élus et la population ont fait émerger un autre besoin. Un autre besoin face à une autre population qui était un public plus jeune, mais un public en situation de handicap. Donc on est toujours parti de cette idée de village avec ces bâtiments de plein pied, avec au cœur du village, cette salle commune également. Toujours un accès évidemment PMR dans l'ensemble des logements. Une salle commune avec l'idée évidemment de créer un lieu de vie collectif au sein de cette résidence-là.
En parallèle, en Gironde, ont émergé également les financements sur l'habitat inclusif. Donc, on a été poussé un peu plus loin le projet social de cette résidence Marguerite-Yourcenar, avec cette volonté de lutter contre l'isolement, du bien vieillir. On s'est associé évidemment à une association aussi pour porter ce projet social. L'association, c'est l'association Ciel Bleu, que certains d'entre vous doivent connaître. Avec cette association, on a réellement mis les habitants, ou en tout cas les futurs habitants, au cœur de ce projet-là. On a eu notamment des réunions d'information avec les habitants de la commune de Saint-Médard en recherche de logement, avec nos locataires Aquitanis en demande de mutation, qui avaient un logement qui était plus adapté parce que trop grand, trop cher, avec des charges énergétiques trop élevées. Et donc, on a construit ensemble ce projet-là. Il y a eu plusieurs réunions d'information. Il y a eu également des réunions avec le CCAS, avec l'association Ciel Bleu également. On a commencé à composer un premier groupe d'habitants. Et donc, voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir un logement accessible à tous, avec un accès à la vie en collectif et une aide à la vie partagée pour l'ensemble de ces résidents. Donc cette résidence, elle a été livrée très récemment, puisqu'elle a été livrée à la fin du mois de juillet. On a notre premier temps collectif qui est prévu mardi prochain. L'idée, c'est aussi d'accompagner les locataires à créer un collectif de locataires au sein de cette résidence, et pour qu'ils puissent eux aussi construire en fait un projet de vie collectif au sein de cette résidence. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de les rendre acteurs. Là, vous voyez, donc là, c'est un petit visuel de la résidence Marguerite-Yourcenar. Voilà. C'était une opération VEFA. Et donc, la résidence Marguerite-Yourcenar se situe sur les bâtiments du C1, C2, C3, C4, vraiment en cœur du programme. Et autour, il y a eu également de l'accession à la propriété, des logements familiaux classiques. Donc, elle se situe vraiment, cette résidence, en cœur du territoire, avec un accès également à tous les services sur la ville de Saint-Médard-en-Jalles. Et c'est aussi l'association Ciel Bleu, ils sont là aussi pour les accompagner, donc à créer ce collectif de locataires, à créer du lien, mais aussi à les faire sortir dans la cité, à leur faire participer à des activités. Et donc, on a pour la proportion senior, on a 18 seniors et on a 7 jeunes en situation de handicap. Et on a déjà des jolis gestes de solidarité qui se sont créés au bout de quelques semaines, donc c'est très encourageant. Voilà, ça c'était donc pour le premier programme. Le second programme, donc, c'est une résidence universitaire, la résidence Glen Hélène. Alors ça, c'est une résidence qui n'est pas encore livrée. Elle sera, si tout va bien, livrée au mois de juin 2026. Donc là, on était en complément, en tout cas, de l'offre déjà existante chez Aquitanis à destination des étudiants et des jeunes actifs moins de 30 ans. On a près de 370 logements. Aquitanis a vraiment souhaité se positionner comme acteur fort du logement des jeunes sur le territoire de la métropole bordelaise. Donc on a vraiment le souhait de diversifier notre offre pour les jeunes, et aussi d'adapter, en tout cas, le moyen de communication et le support de cette offre-là. C'est pourquoi on a créé au mois de juillet dernier notre marque jeune qui s'appelle EasyLock, qui permet aux jeunes d'avoir des liens avec le site demande de logement, d'avoir des liens sur les aides éventuelles qui s'offrent à eux, et puis surtout d'avoir connaissance que le logement social, c'est aussi pour les étudiants et aussi pour les jeunes actifs, parce que dans l'esprit des jeunes, ils ne sont pas toujours au courant. Donc on a voulu développer cette offre-là avec la résidence Glen Hélène. Donc elle se situe sur la commune du Bouscat, avec une livraison prévue en 2026. Et dès la conception de cette résidence, on a fait, en tout cas, on a eu un objectif assez ambitieux, que d'y loger 50% d'étudiants boursiers. Donc ça signifie aussi d'adapter, en tout cas, la conception et l'offre offerte par cette résidence pour satisfaire le plus d'étudiants possible et surtout d'y loger les plus précaires.
Donc avec les architectes et le monteur d'opération, on a poussé la réflexion. Pour avoir une offre adaptée, c'était aussi rationaliser les parties communes, limiter les charges sur les parties communes. Donc on a un seul ascenseur dans cette résidence. On a des éclairages naturels dans cette résidence également. On propose... on va avoir des bornes Wi-Fi qui seront installées dans la résidence afin de limiter aussi les abonnements des étudiants qui sont souvent là que pour 6 mois, 1 an. Donc voilà, leur limiter certains frais mensuels en tout cas. On a aussi l'envie d'avoir des logements agréables pour ces étudiants. On est vraiment sur une résidence qui va être ouverte sur l'extérieur, avec de grandes ouvertures qui vont représenter près de 65% de la surface, de la largeur du logement. Des surfaces de plus de 20 mètres carrés. Et également, on a une approche sobre et virtueuse pour meubler, en tout cas, ces futurs logements. C'est de les meubler, excusez-moi, avec uniquement des matériaux de réemploi ou des meubles de seconde main. Donc, on est actuellement en train de lancer un marché pour que il y a aussi une singularité dans ces logements et qu'ils n'aient pas l'impression d'avoir la même chambre que le voisin avec des petites surfaces. Donc voilà le prochain projet Aquitanis pour y loger un public spécifique qui est les étudiants. Et on a plusieurs autres projets qui arrivent puisqu'on a à cœur de se positionner vraiment comme acteur du logement pour les jeunes sur le territoire de la métropole bordelaise. Merci. Merci beaucoup à vous deux pour ces présentations. Juste 2 mots conclusifs avant de laisser la parole aux autres intervenantes. En effet, on voit bien aujourd'hui comment les organismes HLM, les bailleurs sociaux un peu partout en France, là on a un bailleur parisien et un bailleur de la métropole de Bordeaux, peuvent s'adapter déjà à la demande et aux besoins des demandeurs aujourd'hui de logement social et la nécessité de produire pour toutes et tous, et notamment pour ces publics-là spécifiques. Et puis d'un point de vue purement aussi architecturale et de qualité, on voit à travers ces différents exemples comment le logement spécifique peut s'insérer dans différents milieux. Une offre nouvelle comme le projet que vous avez présenté chez Aquitanis, mais aussi une restructuration, une rénovation, une densification, etc. Et que ces produits-là peuvent vraiment s'adapter à tous ces tissus et milieux urbains différents. Donc c'est aussi important de le rappeler à travers cette séquence, et qu'on n'est pas que sur des produits formatés comme on peut parfois l'imaginer sur ce genre de logements spécifiques et de résidences thématiques. Et on voit bien à quel point, y compris d'ailleurs avec les architectes, on arrive à faire vraiment de la qualité, tant en termes d'espace privatif dans les logements avec un ameublement adapté, etc., aux usages du quotidien, mais aussi les espaces partagés, les services collectifs, la restauration, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, ces offres sont vraiment adaptées de plus en plus à ces différents usages. Et ce qui est intéressant également dans les différentes opérations présentées, c'est la mixité des publics. On voit aujourd'hui comment on peut mixer des seniors, des jeunes, des personnes en situation de handicap, etc. Et que tout ça fonctionne bien, et on le voit à travers vos différents exemples. Donc déjà, merci beaucoup pour les 2 présentations. Je ne sais pas s'il y a quelques questions ou pas dans la salle. Si on n'a pas, c'est que c'est très clair, donc tant mieux. S'il n'y a pas de questions, du coup, je vous propose d'enchaîner sur la 2e sous-séquence, et je vais laisser la parole du coup à ma collègue Catherine pour présenter la séquence. Merci. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue avec nous sur l'habitat thématique. Là, nous allons parler de qualité, en cœur de la qualité, c'est le label Quali HLM, résidence thématique. Je vais vous présenter très brièvement ce label, puisque vous pouvez trouver sur le site de l'USH une boîte à outils, des descriptifs avec un certain nombre d'éléments, je dirais méthodologiques. Vous avez sur les bords de l'espace des petites plaquettes de présentation de ce label et de sa philosophie, puisqu'il a une grande histoire. C'est le bébé du label de la branche professionnelle, donc le label Socle sur la gestion locative classique. Et
Et bien sûr, vous retrouverez la présentation sur le site de l'USH dans l'espace congrès. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu vite, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais revenir en arrière. Après l'intervention de nos 2 témoignages d'organismes témoins qui, justement, se sont engagés dans le label CALI-HLM résidence thématique. Peut-être rappeler quand même que le label de la branche, il est né d'une volonté du mouvement professionnel de porter la qualité au travers de la qualité de service rendue aux locataires. Et que cette progression vers plus de qualité, elle s'est soldée à partir des engagements avec l'État dans un agenda qui a été signé en 2015, au congrès de 2015, de créer un label dédié, évidemment sur l'activité principale qui est le logement familial. Et évidemment aussi, il a fallu que ce label vive un peu et qu'il puisse se déployer. Au fil du temps, ce label a ouvert son périmètre sur des mentions spéciales, l'une sur l'accompagnement du vieillissement des locataires et une autre sur la mobilité, le parcours résidentiel des locataires. Et évidemment, s'est posé à nous la nécessité d'ouvrir un peu plus encore le périmètre, puisque sur sollicitation d'un organisme qui est le premier expérimentateur, il a été décidé de créer un 2e label, qui est bien sûr attaché au label socle, qui est CALI-HLM résidence thématique, aux alentours justement en 2020, mais aux alentours de cette période un peu perturbée qu'a été la crise sanitaire. Alors évidemment, je ne vais pas vous présenter en détail toutes les différentes possibilités qui s'offrent à un organisme HLM. Il faut savoir que on est dans une démarche d'amélioration en continu, que donc on part de la situation de départ et on essaye de créer, de construire une politique qualité, de la structurer avec une organisation dédiée et bien sûr à l'appui d'un outil qui est le diagnostic initial, le diagnostic habitat qualité service, qui est une marque comme CALI-HLM. Alors bon, là je ne vais pas m'attarder, c'est juste pour vous montrer la place, puisqu'on parle d'habitat thématique, que prend un peu dans l'univers du logement social, de tout ce qui existe en fait. Il y a quand même une place conséquente, puisque évidemment quand on parle d'habitat thématique ou spécifique, le terme n'est pas toujours très bienvenu, enfin il n'est pas très élégant, je dirais. On parle surtout en fait d'adapter une offre de logement à des publics qui ont des particularités. On a parlé des seniors, du handicap, des jeunes travailleurs, ça peut être des foyers de migrants. Voilà, donc ce label, il s'adresse à des organismes propriétaires de ces habitats qui embarquent les gestionnaires, qui eux-mêmes embarquent les comités de résidents, de manière à ce que toute la chaîne soit concernée dans la démarche d'amélioration en continu de la qualité de service rendu. Alors là encore, ça fait un peu technocratique, mais c'est juste pour illustrer qu'en fait, vous êtes sur une labellisation de 3 ans, sauf le premier cycle, puisqu'il y a une année de préparation, et qu'on suit en fait le même parcours que si vous étiez en ISO 9001 ou en CALI-BY. On est sur la même temporalité, avec des étapes de revoyure, ce qu'on appelle les audits de suivi, à la fois au moment de l'octroi du label, mais aussi pour s'assurer que le label fonctionne toujours bien et que la dynamique est bien active à mi-parcours. Et bien sûr, une démarche d'amélioration en continu, elle ne s'arrête pas. Donc il est possible de renouveler le label et de continuer ses progressions, je dirais, et le gain de la performance dans les engagements métiers qui concernent l'activité. Donc là, je ne vais pas... Vous l'avez dans la plaquette qui a été mise à votre disposition sur les 2 côtés. Simplement souligner que cette progression et cette démarche, elle se structure à partir d'un outil qualité qui s'appelle alors c'est un acronyme anglais, le PDCA, planifier, donc plan, do, faire, act, donc mettre en œuvre, et puis ensuite checker, voilà, de manière à être constamment vers de la progression. Ce label, il concerne un certain nombre de champs, puisqu'il s'applique à l'activité habitat thématique, mais on retrouve, je dirais, la même philosophie qu'en
en quali HLM socle pour le logement familial. On a un champ du management de la qualité et bien sûr des engagements entre propriétaires et gestionnaires. C'est incontournable puisqu'il faut que la qualité elle soit structurée avec des outils, avec de l'acculturation et avec des processus, des procédures et bien sûr pouvoir impliquer l'ensemble des équipes dans la démarche. Et puis des engagements métiers, donc comme en quali HLM socle, mais plus orientés sur la contractualisation, sur les interrelations entre le propriétaire et le gestionnaire et évidemment sur la maîtrise d'ouvrage, puisque c'est aussi un volet particulièrement prégnant dans l'activité que portent les propriétaires avec leurs gestionnaires. Là, je vais aller un petit peu vite, simplement vous dire qu'on a un diagnostic initial qui permet de construire des plans d'action d'amélioration qui sont, eux, issus de la réponse à un écart qui a été observé par l'auditeur agréé. En l'occurrence, comment faire en sorte que ce point d'écart, ce point d'alerte puisse être dépassé. Alors bien sûr, on vous a mis dans la boîte à outils des outils. Je voulais quand même le souligner parce qu'on a un outil d'auto-évaluation du management de la qualité qui est appliqué à Quali HLM et on a un outil tout récent de détection des risques pour l'activité des bailleurs qui sont propriétaires de résidences thématiques. Ça vous permet, quelque part, de faire votre auto-évaluation, mais aussi d'avoir un outil d'aide à la décision. Alors certainement, il y a plein de questions qui se posent, mais je pense qu'avec le témoignage de Batigère Habitat Solidaire, que je vais laisser se présenter, puis de Terre d'Armor Habitat, vous allez avoir quelques réponses bien concrètes. Peut-être juste souligner pour finir, donc Batigère Habitat Solidaire a été le premier à rentrer dans le label, et tout récemment, c'est Terre d'Armor Habitat qui est venu rejoindre ces engagements qualité. C'est à vous. Merci beaucoup Catherine, tout d'abord pour commencer d'avoir proposé à Batigère Habitat Solidaire de témoigner cet après-midi. C'est un honneur, mais effectivement, comme vous venez de l'indiquer, on a été le premier. Voilà, et ensemble, depuis 2018, on a travaillé à ce label. Voilà, mais on va rentrer un petit peu plus précisément dans le sujet. Donc, pour commencer, un petit point voilà, pour vous présenter Batigère. Parce que Batigère Habitat Solidaire, c'est le groupe Batigère voilà, qui est un acteur national du logement social et également du logement thématique, mais pas que. Il y a une slide suivante voilà, avec le petit mapping. Donc voilà, c'est plusieurs pôles, notamment voilà, celui du logement locatif social, celui du monde associatif et du logement thématique. C'est l'une des forces. Batigère Habitat Solidaire, dans nos organisations, et dans ce pôle associatif, parce que le lien est fort évidemment avec nos gestionnaires, certains voilà, sont mentionnés ici, et puis d'autres qui ne sont pas dans notre groupe, mais avec lesquels voilà, on travaille évidemment, et puis d'autres sociétés. Voilà. Donc Batigère Habitat Solidaire est le fruit de la fusion de deux ESH thématiques, Présence Habitat et Coalia Habitat. Et donc en 2022, il a été décidé de rapprocher les deux sociétés, de n'en faire plus qu'une et de dédier des équipes au logement thématique. Et voilà, au-delà de cette mutualisation de moyens, on va dire ça comme ça, l'une des volontés fortes était notamment de développer une qualité de service dans la relation bailleur-gestionnaire. Et dans ce cadre-là, de créer une direction de la location et de la qualité. Le mot est inscrit dans l'organisation et notre organigramme. Donc voilà, c'est bien un marqueur fort qui a été fait. Alors, heureusement, je vais continuer à dérouler malgré la défaillance du support. Et donc, comme je l'indiquais précédemment, Batigère Habitat, à l'époque, Présence Habitat et Coalia Habitat ont fait savoir qu'il était bien dommage que le logement thématique ne soit pas davantage entendu, reconnu,
et que donc s'est rapproché de l'Union sociale pour l'habitat. Et de là est germée voilà, l'idée de la création d'un label thématique qui s'appuie sur le label Socle dédié au logement social. Et donc dès 2018, tout le monde a travaillé ensemble pour rédiger les bases du cahier des charges. Parmi les objectifs, voilà, c'est l'amélioration de la qualité de service en mobilisant l'ensemble des acteurs, à la fois bien évidemment les collaborateurs de chacune des sociétés, les gestionnaires, les résidents, parce que c'est bien là le client final. Le client premier, c'est le gestionnaire, mais le client final, c'est le résident, celui qui bénéficie au quotidien des logements et des services qui lui sont proposés. Et on doit garantir un accueil sécure, notamment, et adapté aux besoins spécifiques. Et donc pour ça, voilà, c'est de proposer des produits répondant parfaitement, notamment au projet social. Et puis, notre objectif, qui est celle d'améliorer l'organisation interne, parce que ça a permis ça aussi, et enfin de favoriser une culture du travailler ensemble. Voilà. On a une qualité au sein du groupe Batigère qui est gérée à travers une coordination. Et ensemble, on passe en revue les objectifs, les indicateurs, on se fixe un cap. Et tout ça, voilà, de manière coordonnée, au même titre que les autres démarches qualité. Donc Batigère Habitat Solidaire, comme vous l'avez rappelé, Catherine a été le premier et pas peu fier des organismes à être labellisé Cali HLM Résidence Thématique et également Cali HLM Socle. Voilà, on va l'appeler comme ça, même si c'est pas très joli. Et donc nous sommes voilà, labellisés à double titre et on en est voilà, vraiment très contents. Donc ensuite, voilà, un petit calendrier juste pour rappeler les différentes étapes, comme l'a expliqué Catherine. Il y a tout un processus en amont, et puis avant d'obtenir la labellisation, puis ensuite cette labellisation, il faut la faire vivre et la faire se poursuivre. Voilà, donc Batigère Habitat Solidaire est dans sa deuxième phase. Nous avons été renouvelés fin 2024 et donc voilà, le travail se poursuit. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des différents, mais je pourrais y revenir s'il y a des questions précises voilà, qui se posent. Donc pourquoi une labellisation thématique? Plusieurs constats. Donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, hein, le rôle et les missions des bailleurs dits thématiques insuffisamment connus et reconnus, et un label Cali HLM Socle voilà, qui ne prenait pas suffisamment en compte les spécificités de la relation propriétaire-gestionnaire. Voilà. Donc plusieurs objectifs. Faire reconnaître que le client final est contractuellement le gestionnaire, tout en prenant la satisfaction du résident. J'insiste là-dessus parce que ça a fait partie, Catherine, si vous vous souvenez, des échanges qu'on a eus. Hein. Au début, voilà, c'était le résident, le client final, au même titre que le locataire d'un logement est le client final. Et ça, on en est bien d'accord. Mais il y a entre ce résident et nous un gestionnaire. Et ça, c'était aussi important. Voilà. Donc, les apports de la labellisation, alors, à court et long terme, bien évidemment, valoriser les savoir-faire en interne et en externe, de gagner en efficacité, de sécuriser et de rendre lisibles les activités en formalisant un certain nombre de choses. Alors c'est vrai qu'au demeurant, la qualité, ça renvoie toujours à des process, à des fichiers Excel, à des cartographies. Ben oui, il faut aussi un petit peu en passer par là. C'est quand même indispensable à un moment donné de poser les choses pour pouvoir s'y référer et notamment quand on accueille des nouveaux collaborateurs, pouvoir permettre une acculturation aux pratiques, aux bonnes pratiques. Donc ça a été aussi, et ça l'est toujours, quelque chose
d'essentiel, même si après, ça ne doit pas être le guide exclusif. Cette démarche aussi, elle nous a permis de mieux connaître les attentes et les difficultés, ainsi que les perspectives de nos gestionnaires, d'améliorer la pertinence de nos PSP, de nos plans stratégiques de patrimoine, de développer de nouveaux partenariats avec les gestionnaires en connaissant leurs difficultés, leurs projets, au détour, enfin pas au détour, mais à l'occasion des rencontres que j'évoquerai un petit peu plus tard. Mieux se connaître, c'est aussi mieux se répondre. Et donc, voilà, ça nous a permis de développer nos activités. C'est aussi apporter de la cohésion au sein des équipes, de fédérer les collègues autour de projets, de se mettre autour de la table, de phosphorer, de se rendre compte parfois qu'on ne fait pas forcément toujours les choses de la même manière, mais pour autant elles ne sont pas mal faites. Il faut simplement à un moment donné que tout ça se mette en musique et que la musique qui est jouée soit harmonieuse. Voilà. Et puis enfin, de traiter les situations complexes. Catherine évoquait la mise en place d'une grille pour identifier les situations complexes. Et ça aussi, ça n'a pas été une mince affaire, si je puis dire. Et ça permet concrètement d'avancer sur des choses. Alors c'est vrai que d'être obligé, enfin, voilà, de se dire qu'il faut en passer par là pour le faire, c'est peut-être un peu dommage, mais non, en fait, c'est simplement, comme je le dis régulièrement, se donner l'opportunité de faire d'un pépin une pépite, et comment on tire par le haut une situation qui, au demeurant, a pu nous échapper ou serait possible de nous échapper. Voilà. Donc, parmi les réalisations concrètes qu'on a pu faire depuis qu'on est engagé dans la démarche, c'est la mise en place, l'instauration, l'institutionnalisation d'un aller vers nos gestionnaires, c'est-à-dire qu'au moins une fois sur une période de 12 mois, on va à leur rencontre in situ, on leur propose une rencontre pour échanger sur la relation contractuelle, voilà, donc tout ce qui fait la vie d'un contrat, la redevance, les impayés quand parfois il y en a, la PCRC, l'entretien, les visites de sécurité, mais aussi voilà, les projets et voir comment on continue le partenariat fort et comment on peut le développer. On a également travaillé sur un plan de com institutionnel dédié donc à nos activités. On a formalisé des process et donc, comme je le disais, de traiter des situations complexes. D'autres exemples d'actions qui sont engagées ou qui vont l'être dans ce cadre-là, et c'est notamment voilà, d'adapter un outil de mesure de la satisfaction de nos gestionnaires et surtout de leurs résidents dans le cadre des opérations de réhabilitation ou de modernisation en milieu occupé. L'élaboration d'une charte partenariale, une sorte d'engagement de valeur, voilà, d'un socle commun partagé et vers lequel, qui nous guiderait dans nos relations au quotidien. De développer une plateforme, un extranet propriétaire gestionnaire en digitalisant une partie de la relation client, mais sans en perdre bien évidemment la substance essentielle qui est le contact, l'échange et le lien permanent. Et enfin, voilà, de continuer à formaliser nos process, notamment voilà, sur les chantiers en milieu occupé, la fin des conventions de gestion, la fin des baux à construction, à réhabilitation ou amphithéotique, ou bien encore la gestion de crise, parce que dans ces moments-là, voilà, c'est aussi ensemble qu'on est plus fort. Voilà ce que je voulais apporter comme témoignage. Et juste pour conclure, également un tout petit mot, je ne veux pas les oublier parce que je sais qu'ils sont là, ce sont les auditeurs qui nous accompagnent. Ils ont été 3 depuis le début de l'aventure. Et je voulais les remercier. Je voulais remercier aussi Catherine pour les échanges continus qu'on a régulièrement. Quand on a des doutes, on n'hésite pas et merci beaucoup. C'est le numéro vert. Oui, effectivement, je n'ai pas cité les auditeurs, mais on les salue puisqu'ils sont une quinzaine, ils sont agréés par l'USH et quelque part, tout en étant auditeurs, donc sans conflit d'intérêt,
ils apportent tout de même un accompagnement, une pédagogie pour se lancer dans la démarche. Et ça, c'est vraiment précieux. Je vais passer la parole à Amandine. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, du coup, je vais vous présenter un retour d'expérience par rapport à Terre d'Armor Habitat. Donc, en fait, juste en quelques chiffres pour vous situer un petit peu. Donc, nous, on a un office départemental public HLM qui est issu en fait de la fusion de 2 offices publics HLM en 2022 également. Et donc, notre activité principale, c'est quand même le logement familial. Donc, on a 16 000 logements familiaux, mais on a quand même 3 700 équivalents logements sur une centaine de résidences donc, qui vont être sur un spectre très large, comme on pourra le voir juste après. Et on a également aussi une petite spécificité. En fait, nous avons également des logements de gendarmerie, aussi des casernes. Donc voilà, après, des choses plus classiques comme des locaux associatifs, des bureaux, des commerces. Donc on est sur quelque chose voilà, de très très large. Si on peut passer. Donc en fait, au niveau des résidences d'habitat spécifiques, nous avons un service en fait dédié. Et c'est pour ça en fait que nous sommes allés en premier, parce qu'on n'est pas du tout labellisé sur la qualité de service sur les logements familiaux. On a voulu valoriser en fait cette activité spécifique sur les résidences, parce que après la fusion, c'est un service qui n'a pas été impacté. Donc c'était vraiment le service le plus mûr en fait pour pouvoir aller sur une démarche de qualité de service. Donc nous avons 10 collaborateurs dédiés. En fait, on a un service de 9 personnes, plus une chargée de mission de sécurité qui, elle, en fait, va venir en appui des gestionnaires pour la préparation des commissions de sécurité notamment. Donc ça va vraiment en fait sécuriser le gestionnaire sur ce volet-là, puisqu'elle va vraiment travailler avec les préfectures, les sous-préfectures pour pouvoir faire en sorte que les commissions se passent dans les meilleures conditions possibles. Après, au niveau de la structuration du service, en fait, on a vraiment deux volets bien distincts. On va avoir d'un côté 3 responsables d'affaires qui vont plus être sur sur vraiment les gros travaux de réhabilitation, d'extension des travaux neufs. Et après, on va avoir des référents, donc qui sont au nombre de 4 par secteur, parce qu'en fait, on intervient sur tout le département, donc on a 250 communes. Donc ça fait vraiment quand même un champ assez large, donc c'est plus facile pour les gestionnaires d'avoir des référents qui sont identifiés par secteur. Et après, en fait, on a des services qu'on propose aux gestionnaires, notamment des marchés d'entretien, voilà, qui sont normalement à leur charge, comme les ascenseurs, les chaufferies. Et donc là, en fait, on leur propose des marchés mutualisés qui vont, en fait, d'un côté déjà leur permettre de faire des économies au niveau des coûts, mais également, ils n'ont pas forcément les équipes, eux, en interne, techniques, pour pouvoir monter ce genre de marché-là. Donc, en fait, on vient en appui, on leur propose ce service-là en plus. Donc, si on peut faire un petit focus, en fait, juste après, donc, sur un autre parc. On a vraiment un très gros spectre en fait, au niveau des types de résidences et aussi du type de gestionnaire. C'est qu'on a environ 80 gestionnaires, pour moitié de CCAS et CIAS, mais également en fait, pour un quart sur des associations. Donc ça nous fait vraiment une multiplicité en fait, d'interlocuteurs. Je crois que vous en avez beaucoup moins au niveau de Batigère Habitat Solidaire. Ouais. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué en fait pour nous d'aller une fois par an les rencontrer un par un, parce que voilà, sur 80 ça fait un volume assez compliqué. Donc on a trouvé d'autres solutions en fait pour aller à leur rencontre pour l'aller vers, qui était aussi pour nous très important. Donc du coup le label Cali HLM Résidence, pourquoi? Déjà parce qu'en fait on est quand même un aménageur sur l'ensemble du département. On travaille avec l'ensemble des collectivités du département, non seulement sur les logements familiaux, mais également sur du public spécifique, donc du FJT, des personnes âgées, des personnes adultes handicapées. Et le but, c'était vraiment de valoriser cette activité spécifique auprès de nos partenaires et des collectivités. Et ce qui nous attirait vraiment dans ce label, c'est qu'il était vraiment ciblé sur les problématiques métiers liées aux résidences. Donc c'est vrai qu'il était tout nouvellement créé lorsqu'on l'a découvert, nous, en 2022. Et tout de suite, on a vu la plus-value pour nous que ça pouvait apporter. Après, de façon très très classique, pareil, on voulait aussi améliorer notre qualité de service, nous, auprès des gestionnaires, mais aussi en fait formaliser en interne les processus, les procédures, parce que forcément, après fusion, il y avait des choses voilà, à formaliser et à cadrer. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Donc pour présenter en fait quelques actions qui ont été créées, l'idée c'était vraiment d'aller sur ce label
en partenariat avec les gestionnaires. Ça, c'était vraiment pour nous indispensable. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout de suite créé un comité de gestionnaires. On a contacté en fait des associations de gestionnaires, de directeurs d'établissements, d'EHPAD, mais pas que, pour en fait qu'ils puissent être ambassadeurs au sein de leur réseau respectif et qu'ils puissent en fait redescendre et faire remonter l'information, vraiment créer un réseau, parce que souvent les gestionnaires en fait sont très isolés, donc ils ont des réseaux en fait parfois entre eux, mais il y en a certains qui n'ont vraiment pas de contact avec d'autres gestionnaires, et notre idée c'était vraiment de pouvoir aller vers eux et en fait de créer des passerelles. Donc on a également créé en parallèle une rencontre annuelle, donc on va vers eux. On le fait sur 2 secteurs bien distincts au niveau du département pour limiter un peu les kilomètres à faire. Et là, on va leur présenter vraiment des sujets donc, qui sont en fait choisis en comité de gestionnaire en amont. Donc c'est vraiment aussi pour au plus près en fait, de leurs préoccupations. Et on va en fait présenter des sujets techniques avec eux, créer vraiment une instance d'échange. Et c'est vraiment très intéressant et très apprécié en fait par les gestionnaires parce que ça leur permet en fait de se rencontrer dans des cadres un petit peu différents. Et puis parfois ils découvrent des choses en fait, des sujets qu'ils ne connaissaient même pas. Donc c'est vraiment en fait très intéressant. Donc on va leur présenter vraiment plein de sujets. Ça va être sur la redevance, sur les impayés, ça va être sur les marchés d'entretien. Voilà, vraiment c'est un espace très libre. Et le but c'est vraiment aussi en étant sur le terrain de recueillir aussi leurs besoins. Au niveau des autres actions, je me décale un petit peu. On a aussi en fait, on s'est rendu compte lorsqu'on est parti sur la démarche de labellisation que nous avions un double problème déjà de joignabilité, mais également en fait d'identification des référents en interne. Parce qu'on avait eu un petit moment de turnover en fait au niveau de l'équipe qui est aujourd'hui stabilisé. Donc on a choisi de créer un petit livret, un petit annuaire en fait qui va présenter les différents interlocuteurs, que ce soit déjà au niveau des services techniques, avoir un peu leurs référents au niveau des équipes du service dédié, mais également aussi, nous avons aussi une collègue au foncier et au service financier qui gère les redevances. Donc comme ça, ils peuvent en fait être contactés en direct, ce qui évite aussi l'engorgement au niveau du standard et ce qui facilite en fait aussi la joignabilité de notre côté. Et puis dans ce livret, on a également travaillé avec le comité de gestionnaire sur des engagements de qualité de service. Donc on a fait une petite grille en fait, d'engagement avec des engagements qu'on suit avec des indicateurs. Et, hop là. Et donc, voilà, quelque chose qui en fait paraît très basique lorsqu'on part sur la qualité de service, mais quelque chose qu'on n'avait pas. On l'a pour les locataires, on ne l'avait pas pour les gestionnaires. C'est une enquête de satisfaction triannuelle. Donc on a mis en place ça pour justement en fait, être plus près de leurs préoccupations et pouvoir les sonder sur différents sujets. Donc là, on a lancé la première, on va lancer la seconde dans un an. Donc on pourra voir aussi si les actions portent leurs fruits et si la satisfaction a augmenté. Et on a également, en fait, on avait sur les délais d'intervention et sur la traçabilité des interventions, une forte demande des gestionnaires, en fait, de voir un petit peu, d'avoir plus d'informations sur le suivi à partir du moment où il y avait une réclamation technique. Donc on a un outil qui est en test actuellement avec 3 gestionnaires pour justement essayer de voir si ça fonctionne par rapport à leurs besoins, à savoir que c'est une plateforme en fait, où le technicien qui est sur place peut prendre des photos, mettre des pastilles sur le plan, donner un descriptif, ça arrive chez nous, nous on vérifie si c'est bien en fait, prévu à la convention ou pas, et si c'est à la charge du gestionnaire ou à notre charge en tant que propriétaire. Et derrière, en fait, on va l'envoyer directement à l'entreprise qui va faire ses commentaires. Et comme ça, le gestionnaire, en temps réel, il a un suivi et il peut savoir à quel moment l'entreprise va intervenir, si on l'a sollicité, avoir des commentaires, nous, de notre part. Et derrière, avoir un tableau de bord avec un suivi vraiment de toutes les interventions qu'il peut y avoir sur le parc. Parce qu'une des problématiques que nous avons, en fait, c'est qu'on a un gros turnover aussi au niveau des directeurs d'établissement. Et ça permet en fait, lorsqu'il y a un changement de directeur, d'avoir en fait un historique des interventions qu'on ne pouvait pas forcément leur fournir aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les exemples d'actions qu'on a pu mettre en place grâce au label Kelly HLM Résidence Thématique. Merci beaucoup à toutes les deux. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller vous promener sur le site de l'USH et regarder Kelly HLM. Vous verrez les 2 labels, les mentions spéciales et puis quelques éléments d'animation aussi. Peut-être souligner aussi qu'on a un club Kelly HLM dans lequel les labellisés peuvent se retrouver
Et donc, on essaye de faire émerger les bonnes pratiques et de les partager. Alors évidemment, c'est un peu plus récent pour CALI-HLM résidence thématique, un peu plus ancien pour le premier CALI-HLM, en matière de partage de bonnes pratiques. Néanmoins, pour vous donner une idée, aujourd'hui, on a une centaine d'organismes qui sont engagés dans CALI-HLM, ce qui nous permet quand même d'avoir des échanges fructueux et surtout de partager, quand c'est possible, des outils, des bonnes pratiques. Voilà, du savoir-faire. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps. On a 5 minutes, alors. Libérez-vous. Pas de questions. Merci à tous et très bon congrès. Au revoir.